Bonjour. Dans cette vidéo, nous parlons du software testing. Et nous essayons de regarder un peu c'est quoi exactement faire un software test. D'abord, bien sûr, vous avez déjà fait des tests avec les logiciels que vous avez écrits. Qu'est-ce que c'est un test? Ça veut dire que vous prenez le programme, vous l'exécutez avec des données et vous regardez si le résultat est correct. Par exemple, vous avez écrit un programme Division Excel, c'est un logiciel pour Windows, ou c'est moi qui vous donne ce programme-là, et je vous demande de vérifier que le programme est correct. Ça veut dire tester le programme. Et je vous dis, OK, le programme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit calculer la division de A par B, de deux nombres A et B. OK? Et qu'est-ce que vous faites pour le tester? Vous jouez avec le programme. Par exemple, vous essayez d'exécuter le programme avec les deux nombres 6 et 3. Et disons que le résultat est 2. Et maintenant, vous savez, OK, c'est bon. Test passed. Et vous continuez à jouer. Vous prenez d'autres nombres, 12 et 3, et vous obtenez comme résultat 4. Très bien, c'est bon. Et finalement, vous essayez aussi de diviser par 0. Et dans ce cas-là, disons que le programme vous montre ce message ici. On pourrait dire que c'est correct, mais ça dépend, bien sûr. On pourrait aussi dire, ah non, ce n'est pas ce que je voulais avoir. Ce que je voulais avoir, que le Division Excel me montre un message qui dit ne divisez pas par 0. Okay? Ça veut dire, j'espère que c'est clair, si vous testez un programme, vous pouvez seulement tester un programme si vous savez exactement ce que vous voulez avoir comme comportement pour ce programme. Okay. Et comment peut-on décrire, préciser le comportement d'un programme? Il y a plusieurs façons. D'abord, je pourrais vous donner une spécification formelle du programme. Okay. Quelque chose en formule avec des mathématiques. Par exemple, cette formule ici. Et vous voyez, je vous dis, le programme doit donner une erreur si j'essaye de diviser par 0. C'est pas très souvent que vous, comme développeur, comme programmeur, vous obtenez une spécification formelle, parce que c'est assez compliqué d'écrire en formule le comportement d'un programme. Pour la division, c'est assez facile, mais pour des programmes plus complexes, c'est difficile d'écrire une spécification formelle. Souvent, ce que vous recevez, si vous travaillez dans une entreprise, vous recevez ou vous devez d'abord écrire une spécification en forme d'un document. Un document de spécification qui dit, par exemple, ce programme que je veux écrire et je veux tester doit calculer et imprimer le résultat d'une division de deux nombres. Okay. Parfois, vous êtes un développeur et vous travaillez directement avec un client. Et là, le client souvent ne vous donne pas une spécification écrite. Le client vous donne une opinion, on pourrait dire. Par exemple, ici, the user wants a calculator. Ça veut dire souvent, c'est malheureusement souvent le cas, le client ne sait pas exactement ce qu'il veut. Et c'est à vous de prendre ce que l'utilisateur vous a dit et de transformer ça d'abord en un document de spécification et puis réfléchir et qu'est-ce que ça veut dire exactement et vous écrivez ou peut-être simplement vous réfléchissez un peu qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement. Ça veut dire ça c'est votre point de départ pour faire un test. Avant que vous testez, vous avez besoin d'une spécification qui dit exactement ce que le programme fait. Sinon, vous faites le test pour rien. Le test vous montre que le résultat est, je ne sais pas quoi, mais est-ce que c'est correct ou pas? Pour ça, vous avez besoin de la spécification. Exactement, qu'est-ce que le test doit montrer? Le test doit montrer si votre programme, votre logiciel, satisfait les exigences et finit dans la spécification.
Et pour les exigences, on a deux sortes d'exigences. On a les exigences fonctionnelles et les exigences non fonctionnelles. Les exigences fonctionnelles sont des exigences qui expriment la fonction du programme. Okay? Ça veut dire, on pourrait dire, le résultat. Par exemple, voici, vous voyez quelques exemples pour les exigences fonctionnelles. Mais il y a aussi des exigences non fonctionnelles qui sont des exigences sur on pourrait dire sur le comportement du programme en général, pas directement liées au résultat, mais par exemple sur la vitesse du programme. Vous voyez ici, j'ai une exigence sur la complexité. Ou peut-être vous travaillez dans une entreprise et l'entreprise dit vous devez écrire le programme en Java. Ça, c'est aussi une exigence, mais une exigence non fonctionnelle. Et il y a d'autres exemples ici. OK. Ça veut dire que vous avez votre spécification, vous avez écrit une liste avec des exigences et maintenant vous devez tester si votre programme satisfait ces exigences. Comment faire ça? OK. En général, votre programme prend des données et calcule un résultat. Okay? Ça veut dire pour tester le programme, vous devez choisir vos données d'entrée. Et comment peut-on faire ça? Chaque programme a un domaine des entrées. Par exemple, dans notre programme DivisionX, le domaine des entrées, c'est deux nombres naturels. Ça veut dire votre domaine des entrées, mathématiquement, on peut dire c'est le z fois z. OK. Est-ce que ça veut dire maintenant, pour tester votre programme, vous devez maintenant exécuter le programme pour toute combinaison de deux nombres naturels, ou entiers dans ce cas-là? Théoriquement, oui. Mais en pratique, on espère bien sûr qu'on ne doit pas faire ça, que si j'ai vérifié que le programme calcule correctement 5 divisé par 7, on espère que le programme calcule aussi correctement 12 divisé par 25. Ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas garanti, mais normalement, on espère qu'on ne va pas tester le programme avec toutes les combinaisons possibles. C'est clair aussi, j'espère. OK, mais est-ce que ça veut dire que je prends deux nombres quelconques et je fais un test avec mon programme, OK, avec 5 et 7, et j'essaye, et si ça marche bien, je dis, OK, très bien, mon programme est correct. Non, bien sûr pas. Si vous avez votre domaine des entrées, vous essayez, en regardant ce domaine des entrées, de choisir des arguments pour votre programme qui sont, disons, intéressants. Okay. Ça veut dire, bon, pour mon programme DivisionX, le domaine des entrées, c'est le z fois z. Et maintenant, je regarde z fois z, okay, quels sont des cas intéressants dans le domaine z fois z. Pour une division, oui, c'est assez facile de voir, non? Les cas intéressants sont les deux sous-domaines où BA est un nombre entier et B n'est pas 0, et l'autre sous-domaine, A est un nombre entier et B égale à 0. OK. Et quand j'ai trouvé ces deux sous-domaines, je suis prêt pour faire le test. Je choisis de chaque sous-domaine un ou plusieurs arguments, plusieurs données d'entrée, et je fais mon test. Par exemple, pour le premier sous-domaine, celui-là, okay, je choisis ces valeurs ici, et pour l'autre sous-domaine, je choisis ces valeurs ici. OK? Normalement, ça, c'est ce que vous faites. Vous savez déjà faire. OK? Ça, c'est ce qu'on fait intuitivement, je veux vous dire. Mais c'est bon d'être un peu plus clair et d'être sûr que nous parlons de la même chose ici. OK? Maintenant, un petit quiz pour vous. Disons, je vous demande de tester une fonction, une méthode, écrite en Java, celui-ci, qui prend un champ de nombres entiers et qui doit produire
un champ trié. Ok. Maintenant, je vous demande deux questions. Quel est le domaine d'entrée et quels sont les sous-domaines intéressants qu'on pourrait utiliser pour créer nos tests. Okay. Arrêtez la vidéo, réfléchissez un peu et puis quand vous avez trouvé les réponses, continuez la vidéo parce que maintenant sur le slide suivant, je vous montre le résultat. Ok. Réfléchissez. Ok, quelle est la réponse? Quel est le domaine d'entrée? C'est Z exposant N, où N est la longueur du champ. Ok. Parce que si je vous donne trois nombres, disons, ça peut être ça, ou ça, ou ça, ou 56, 7, 8. Ça veut dire tous les cas ici viennent de quel domaine d'entrée? De Z3. Et bien sûr, vous voulez aussi tester votre programme avec des champs avec 4 nombres, 5 nombres, etc., etc. Quels sont les sous-domaines intéressants pour faire des tests? Oui, ça c'est maintenant, il n'y a pas une réponse absolument correcte, mais on peut réfléchir un peu. Et moi, les sous-domaines que je trouve intéressants pour tester sont, bien sûr, qu'est-ce qui se passe si je donne à cette fonction un champ vide? Qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'exécuter cette méthode-là avec seulement un élément? Quels sont les autres sous-domaines? Quel est le résultat si exécute la fonction avec un champ non trié ou avec un champ déjà trié ou trié dans l'autre direction? Ok? Vous voyez, on pourrait aussi imaginer d'autres sous-domaines. Mais vous voyez un peu, on doit réfléchir un peu pour trouver des sous-domaines intéressants. Et bien sûr, on ne veut pas faire trop de tests parce que ça prend du temps. Bien sûr, c'est bon de faire trop de tests, mais chaque test prend du temps. Ça veut dire normalement ce qu'on veut faire, on veut trouver des sous-domaines disjoints, ok, mais qui couvrent tout le domaine d'entrée. Okay. Et maintenant, quand j'ai trouvé les sous-domaines, je peux définir des tests. Par exemple, pour ce cas-là, ok, c'est facile. Je prends un champ vide. Pour ce sous-domaine-là, je peux essayer un champ avec un élément 2. Je peux aussi vérifier si la fonction marche bien avec un nombre négatif. Pour ce sous-domaine-là, je prends, je ne sais pas, 3, 4, 5, peut-être aussi avec le nombre négatif, etc. Ok? Ça, c'est l'idée. Ok? Dans ce cas ici, je vous ai demandé de faire des tests pour cette méthode ici. Ok? Parfois, on fait aussi des tests avec des programmes entiers, pas seulement des tests pour des fonctions individuelles, mais aussi pour des programmes complets, même faire des tests avec des systèmes complets. Okay? Et ça veut dire qu'on peut faire des tests sur des différents niveaux. Si on fait un test seulement avec une méthode, une fonction au Python, on appelle ça un unit test. Ok? Test unitaire. Et qu'est-ce qu'on teste ici? On vérifie si la méthode donne le bon résultat. Parfois, on veut faire des tests avec plusieurs fonctions, ou en Java avec un module, une classe entière. Ça, on appelle ça un module test. Okay? Et qu'est-ce qu'on vérifie là? D'abord, si les méthodes sont correctes, mais aussi, pour une classe, si toutes les méthodes qu'on a besoin sont présents, sont implémentées correctement, etc., etc. Okay? Parfois, on doit faire des tests avec plusieurs modules. Et on appelle ça integration test. Parce que qu'est-ce qu'on veut tester ici? On veut tester
si les modules, en Java, des classes, travaillent correctement ensemble. On veut voir si on intègre tous les modules dans un système, si les modules travaillent ensemble. Pour ça, on appelle ça un integration test. Après ça, on veut faire des tests avec le système entier, complet. Okay? On appelle ça un system test. Le system test est vraiment le test où on prend le document de spécification et on vérifie si le programme qu'on a écrit travaille vraiment correctement en termes de spécifications. Okay. Est-ce que c'est tout? Non. En général, si vous travaillez dans une entreprise et vous avez écrit un programme et vous avez fait tous les tests ici, vous donnez le programme au client et il y a un dernier test qui s'appelle le acceptance test. Ça, c'est vraiment le test qui décide si le client accepte le programme que vous avez écrit. Okay. Parfois, oui, ça c'est la question. Qui doit faire maintenant ces tests-là? Est-ce que c'est le client, c'est vous, c'est votre collègue? Ça dépend. Qui fait les tests? Normalement, pour les petits tests, les unit and module tests, okay, les tests unitaires, les tests de module, qui fait le test? L'auteur. Ça veut dire vous. Okay. C'est vous qui faites le test. Et aussi dans ce cours ici, si vous écrivez un programme, normalement, vous ne demandez pas à votre ami de tester si votre programme est correct. Si nous vous avons demande d'écrire une fonction pour trier des nombres, c'est vous qui doivent tester si le programme est correct. Et puis, vous me donnez le code, et puis c'est moi, dans l'examen, par exemple, que je fais le dernier test, l'acceptance test. Pour l'integration test, parce que normalement les modules sont écrits par plusieurs développeurs, l'integration test est fait dans le team, par plusieurs développeurs. Pour le system test, ça veut dire le test d'un système, d'un logiciel entier. Dans les entreprises, il y a souvent un département de testeurs qui ne font rien que tester des programmes développés par les développeurs. Okay. Et parfois c'est très bien parce que souvent les personnes extérieures, ils sont capables de trouver des erreurs que vous comme développeur n'avez pas trouvées. Et finalement l'acceptance test, oui, ça c'est la question. Parfois c'est vous qui visitez le client et vous faites le test sur les ordinateurs, mais souvent c'est avec le client ou c'est vraiment le client seul qui fait le test. Et pour l'acceptance test, vous avez vraiment besoin le client, parce que c'est vraiment le client qui sait ce qu'il voulait exactement. C'est le client qui a le domain knowledge. Ça veut dire qui vraiment comprend l'environnement dans lequel le programme doit fonctionner correctement. Ok. Vous voyez, on a plusieurs niveaux de tests et faire des tests dans ces différents niveaux, il y a une différence de difficulté, bien sûr. Faire un unit test, c'est assez facile. Hein? Vous écrivez la méthode avec avec les 20 lignes, et puis vous testez si la méthode fonctionne correctement. C'est facile à faire. Et vous pouvez faire ça très, très, très fréquemment. Chaque fois que vous faites une petite modification dans votre code, vous pouvez faire un test, un unit test, pour vérifier que la méthode ou la fonction donne le bon résultat. Et si vous trouvez une erreur, c'est un bug, c'est assez facile à corriger. Vous prenez votre code, vous changez, vous testez encore une fois, et bien sûr, on espère qu'une fois, un moment, vous arrivez à un fonctionnement correct. L'autre extrême, ok, on a vraiment ici les différents niveaux ici. L'autre extrême sont les acceptance tests. Ces tests sont très difficiles parce que vous devez visiter le client, vous devez installer le programme, le logiciel chez le client, sur les ordinateurs des clients. Parfois, le client doit arrêter le travail dans ses bureaux pour vous permettre de tester.
Ça veut dire que ces tests-là sont difficiles à faire, ils sont nécessaires, mais difficiles. Et bien sûr, si vous trouvez une erreur, un bug pendant l'acceptance test, ça c'est mal, ça devient cher, parce que dans ce cas-là, vous devez retourner à votre ordinateur, vous devez changer le code, faire encore une fois unit test, module test, integration test, system test, et puis vous allez encore une fois au client et vous demandez, client, est-ce que vous me permettez de tester encore une fois chez vous le programme? Okay. Ça veut dire trouver des bugs pendant l'acceptance test, c'est cher. Et pour cette raison-là, on essaie bien sûr de trouver la majorité des erreurs pendant le unit test. Et ça veut dire que le message que je vous donne est faites beaucoup de tests pendant que vous écrivez un programme. Okay. Faites les tests fréquemment et tôt. Okay. Sinon, à la fin, ça devient très cher si vous trouvez les tests chez les clients et les clients n'est pas satisfait. Okay.